Boum, salut à tous. Est-ce que vous m'entendez bien avant de commencer? On a changé de speaker et de micro. Je vois le niveau micro, ça me semble pas mal. Ouais. On est parti? Allez, je me mets bien dans le cadre et c'est parti. Parfait, me dit-on. Merci Rémi. Allez, je vais vous parler de sécurité des moyens de paiement et surtout, je vais vous en parler de la manière dont nous, on l'a implémenté par l'intermédiaire de la certification PCI DSS qu'on a passé chez Widi. Donc c'est un retour d'expérience sur notre parcours et quelques conseils au passage. Alors je suis Christophe Kamikas, je suis CTO à Widi. Widi, c'est une startup bordelaise qui a été fondée en 2014. On a à peu près une cinquantaine de personnes et on développe un assistant personnel du quotidien. Mais plutôt que vous présenter ça en détail, le plus simple, c'est de vous présenter ça sur un cas d'usage. Ce cas d'usage, il est celui-ci. Voilà, je vais vous présenter une petite aventure en BD. Donc ça, c'est Janine qui est utilisatrice et qui a un petit souci, Janine la pauvre. Elle vient de se rendre compte que c'est l'anniversaire de Beau Papa. Évidemment, comme tout le monde, elle connaît pas bien les goûts de Beau Papa et elle est perdue. Elle n'a pas d'idée cadeau. Qu'est-ce qu'elle va faire, Janine? Eh bien, elle a une belle idée. Elle se dit, je vais faire appel à mon assistant. Voilà, et son assistant, par chance, elle l'a sur son téléphone. Et c'est le service qu'on opère, nous, à Widi. Donc, elle pose sa tâche en disant, voilà, j'ai besoin d'un cadeau d'anniversaire pour Beau Papa. Et derrière nous, on va s'en occuper pour Janine. On va lui trouver des idées cadeaux et voire même commander pour elle auprès des sites sur lesquels ça lui plaira. Et oui, vous avez vu, chez Widi, on se fait tatouer tous le logo sur l'avant-bras, c'est obligé. Très rapidement, pour vous montrer un petit peu de tech qu'on fait chez nous, il faut savoir que ce travail-là, on le fait en cherchant à automatiser un maximum du process de travail dans la tâche de l'utilisateur. Et en particulier, ici, vous allez voir que quand elle va poser sa tâche, elle va demander trouve un cadeau d'anniversaire pour Beau Papa avec un budget maximum 25 euros. Et nous, parmi les différentes choses qu'on met au niveau de notre infrastructure, on va chercher à comprendre ce qu'elle dit dans sa tâche. Et là, on détecte par un système de compréhension du langage que c'est un achat, une intention d'achat, qui a une personne derrière qui s'appelle Beau Papa et qui a un budget ici maximum 25 euros. Et avec ça, on va s'en servir pour aller faire des recherches automatiques pour elle. Du coup, quand on reçoit ces éléments-là, on part faire une recherche pour elle, en partie automatisée. Et quand on a trouvé des bonnes idées, on revient vers elle, on lui fait des propositions, des suggestions d'achat. Et ces suggestions, on les a faites, regardez, ça va vous parler. Donc, on a trouvé une pelle à 16 euros chez Mano Mano, ça peut être pas mal. On a trouvé aussi un magnifique film Shaun of the Dead, parce qu'on sait que Beau Papa, il aime bien les films avec les gens qui frappent sur les autres avec des pelles. Et on a trouvé aussi chez La Redoute un magnifique slip imprimé. On sait que Beau Papa, il aime bien les slips imprimés. Mais ça, c'est parce qu'à Widi, on connaît très bien Beau Papa. Et oui, on sait que c'est lui, Beau Papa. Voilà. Donc Janine, elle est très contente. Elle se dit, c'est formidable. J'ai envie de commander l'appel chez Mano Mano. Et ça va être parfait. C'est maintenant que le sujet se déclenche. Vous aurez vu, je fais un peu de pub pour les copains Archilocus. Et en même temps, je vais essayer de gratter un code promo chez Mano Mano. J'ai entendu dire qu'ils ont des super plans de chat en promo. Bref, notre besoin, il commence là en fait. On a un flux de données, un flux de données de carte bancaire qui va partir. Et Janine, elle va transmettre sa carte bleue à nos opérateurs chez nous pour pouvoir faire le paiement. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on va faire le paiement pour le compte de l'utilisatrice ici. On ne va pas encaisser et commander à côté pour elle. Donc c'est vraiment nous qui allons commander comme si elle le ferait elle sur une plateforme, en l'occurrence ici sur Mano Mano. Donc on a un flux de carte bleue qui circule et donc c'est une donnée sensible qu'on va chercher à sécuriser. Je vous présente très rapidement une vision synthétique de notre infra. Donc on a les deux utilisatrices ici, donc un côté sur l'appli mobile, de l'autre côté nos opérateurs, donc chargés de clientèle, qui vont intervenir sur le traitement des tâches. Et au milieu l'infra, donc on va passer à travers différents éléments. On va retrouver Firewall, Reverse Proxy, des premiers serveurs qui vont être les frontaux web et les API Gateway. Derrière, d'autres serveurs à base de microservices qui vont héberger nos microservices, et puis tout le système d'infra, base de données, bus de messages, etc. Quand on a présenté tout ça, ce qui se passe, c'est que la carte bleue, elle va circuler dans tout ça. L'opératrice va la recevoir sur son poste de travail, l'utilisatrice va la saisir sur son mobile, et pour que ça soit transmis de l'une à l'autre, ça va passer par toutes les briques de notre infra. Donc ça fait un peu de monde. Bon, avant d'aller plus loin, il faut que je vous présente quand même ce que c'est que PCI DSS. Alors PCI DSS, en fait, c'est issu du Payment Card Industry Security Standard Council, qui est un conseil qui a été fondé en 2006 par ces trois grands noms que vous voyez là, qui sont les principaux acteurs autour des cartes bancaires, dont Mastercard et Visa, que vous connaissez, American Express aussi. Et ils ont travaillé ensemble pour définir un référentiel globalement de programmes de sécurité avec trois grandes normes derrière, donc PCI DSS dont on va parler, mais aussi PCI PA DSS et PED. Voilà, et ça c'est Bob, notre RSSI que vous voyez, en fait il est un peu triste parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de sigles dans cette norme, il a tout à fait raison, il y en a partout, vous allez voir.
Alors je vais vous présenter ça, mais très rapidement. Ce qu'il faut voir donc, sur ces trois normes-là, PCI, PED, ce qu'il faut retenir, c'est quand vous avez un terminal de paiement. Voilà, que ce soit un terminal comme ça ou un qui est fixé sur votre machine, votre distributeur ou votre machine à café, c'est un paiement par un PIN, du coup c'est cette norme-là. PADSS, ça va être dès lors que vous allez avoir une page web, globalement, vous allez avoir une autorisation de paiement qui va se déclencher. Donc sur les sites marchands, quand vous allez avoir une page, vous allez rentrer votre carte bleue et qui va demander l'autorisation de votre banque, tu rentres dans cette case-là. Et pour tous les autres, dès lors qu'il y a une carte bleue qui circule, c'est PCI DSS, c'est notre cas. Nous, on fait transiter la carte bancaire, on ne fait pas d'autorisation de paiement avec. PCI DSS, dans le détail, c'est quoi? C'est 6 grands buts, 6 goals, 12 requirements, et dans le détail, 240 exigences très précises, très détaillées. Je vais présenter juste les 6 grands buts ici. Donc, c'est construire et maintenir un réseau et des systèmes sécurisés, évidemment. Protéger les données de carte bancaire, évidemment. Mais aussi maintenir un programme de vulnérabilité et le gérer par rapport à tout ce qu'on peut y mettre derrière en infra ou en service applicatif. Maintenir des mesures d'accès, donc ça c'est tout ce qui va être autorisation d'accès, tester régulièrement et monitorer, que ce soit le réseau ou l'infrastructure, et définir et maintenir une politique de sécurité dans son ensemble. Voilà, donc en fait quand on voit ça, quand on dépile un peu dans le détail toutes les exigences, on se rend compte que c'est très très proche de ce que peut proposer ISO 27001, pour ceux qui ont pu connaître ça, on est à peu près à 80% de recouvrement entre ces deux normes-là. Voilà. Et oui, Bob, il a un peu peur parce que ça fait quand même 240 exigences dans le détail à implémenter, et il y en a pas mal. Bon, mais pourquoi en fait on a envie de passer cette certification? Et bien ça c'est Jason, notre business dev, qui va nous le dire. C'est parce que c'est pour le business, cher ami. Pourquoi? Parce que dans les grands groupes qui ont fondé en fait cette norme-là, vous allez retrouver Mastercard et Visa, et en l'occurrence d'autres banques ici que vous allez voir qui sont parmi nos clients. En fait, nous, le service d'assistant personnel qu'on propose, il est souvent packagé auprès de ces banques-là dans une offre de service qui est en général brandée sous la forme de conciergerie numérique. Et derrière, c'est nous qui opérons ce service-là. Donc, si vous êtes client chez Omax, sur Before ou Fortuneo, et que vous avez accès à une conciergerie, il y a de fortes chances que derrière, ce soit notre service que vous utilisez. Du coup, on y va. Bob et Jason, ils se sont dit, c'est parfait, allons-y, on va attaquer ça en implémentant la norme, c'est nécessaire pour le business. Première chose qu'on fait, on fait un petit peu un état des lieux, on regarde tout ce qu'on a sur l'infra, on fait l'inventaire, on se dit qu'est-ce qui va rentrer dans le périmètre de la certification de cette norme et sur quoi on va devoir travailler pour appliquer toutes ces exigences. Donc là on fait un peu le tour, on regarde tout ce qu'on a. Donc l'infra je vous l'ai présenté ici, on a une app mobile, 7 web apps globalement, une dizaine d'API gateway, 50 microservices, 50 bases de données associées derrière, un moteur de base de données, un bus de messages, mais après il y a de la partie infra également. Donc les serveurs, dont 3 workers, des reverse proxy, un serveur de backup, un bastion, et 3 infrastructures réseau qui viennent avec. Et ça, c'est uniquement l'infra qu'on a hébergé dans le cloud. Ça ne compte pas derrière toute l'IT interne, puisque le poste de travail du coup de notre opératrice, ici, il est relié à notre infra en interne, et son poste fait partie du périmètre également, puisqu'il est susceptible d'afficher la carte bancaire du coup sur l'écran. Donc il fait partie de ce périmètre. Et là Bob il commence à pleurer parce qu'il se rend compte que le périmètre est assez énorme. Du coup on commence à avancer un peu plus dedans et on se dit on va commencer à dessiner un petit peu tout ça, rentrer dans le détail et commencer à rédiger quelques documentations. Et là c'est pareil, beaucoup de choses à faire, beaucoup de rédaction, politique de droit d'accès, charte de sécu, PGSSI, politique de management des risques, politique de chiffrement, procédure de création des comptes, etc., procédure de gestion des incidents, je vous les passe, je ne vous les donne pas toutes, il y en a pas mal. Configuration des OS durcis, configuration des firewalls, bonne pratique d'utilisation des données de la carte bancaire, guide de développement sécurisé, j'en passe et d'autres. Et tout ce qui va être analyse de risque, évaluation des fournisseurs, l'inventaire de tout ce qu'on peut avoir dans le parc, mais aussi la sécurisation des locaux, puisqu'il y a une sécurisation physique à mettre en place derrière. Et une belle procédure de gestion des changements qui va s'appliquer essentiellement aussi à la partie informatique, à l'IT, qui va être assez conséquente pour nous. Voilà. Et là, Bob, il commence à pleurer parce que ça fait à peu près 2 ou 3 mois chez nous qu'il passe du temps à rédiger des documentations dans Word. Véridique, c'est vraiment le temps qu'on a passé à rédiger toutes ces documentations-là et les mettre en place. À ce stade, on commence à se dire que PCI DSS, c'est quand même un beau boulet, ça nous prend énormément de temps, on a un périmètre qui est assez énorme, si on doit tout passer dans la certification, ça va nous prendre un temps colossal. Donc on va réviser un petit peu l'ampleur du travail, donc on retourne au tableau et on retourne du coup sur nos cartographies et on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail. Donc on est parti sur faire de la cartographie réseau IT d'une part, voir les connexions réseau pour la partie équipement réseau et serveur, l'infra de prod dans son ensemble, des cartos applicatives, mais aussi après dans le détail le carto des flux de données, donc par où la carte bancaire va précisément circuler.
Donc pas mal de dessins là-dessus, pas mal de schémas. Je vous présente très rapidement, vu de loin, c'est pas dans le détail, mais la carto de nos services. Je vous ai parlé à peu près tout à l'heure une cinquantaine de microservices. Ils sont à peu près là, regroupés par certains périmètres applicatifs qui sont un peu définis là-dessus. Donc on commence à avoir des regroupements par domaine et on sait à peu près quels sont les éléments qui vont contenir et qui sont nécessaires pour le circuit de carte bancaire. Et au final, on retrouve l'ensemble de ces composants-là. Voilà, donc on va retrouver l'application mobile nécessairement, l'application web qui est entre les mains de nos chargés de clientèle derrière, donc sur un poste de travail, les deux API Gateway qui vont servir ces deux populations utilisateurs, et majoritairement deux services, donc deux microservices qui sont ceux qui vont stocker la carte bancaire pour ceux qui veulent le conserver pour plus tard, mais aussi le flux d'échange dans le service conversation ici, et puis toute l'infra qui va derrière, donc la base de données, le bus, les OS, les VM, les équipements réseau, etc. etc. Et ça, c'est Diane, notre archi, qui commence aussi à suer parce qu'elle se dit qu'en fait le périmètre est quand même assez énorme et qu'on a encore besoin de découper parce que ça fait encore beaucoup de monde derrière. Donc on remonte encore d'un cran, on se dit on va plutôt regarder encore plus haut au niveau du besoin. Le besoin, en fait, il est relativement simple, c'est qu'on a d'un côté des utilisateurs, de l'autre côté des opérateurs, et l'opérateur, il a besoin à un moment donné de demander la carte bancaire à l'utilisateur. Donc il y a cette info, demande la carte bancaire. En retour, il a besoin de pouvoir l'afficher sur son poste pour pouvoir commander après avec. Et côté utilisateur mobile, on a besoin de quoi? De pouvoir saisir sa carte bancaire pour la partager et éventuellement de pouvoir la stocker pour la réutiliser pour plus tard. Donc une des premières approches qu'on a prises, c'est se dire quand on n'a pas la solution à un problème, on va essayer de le contourner. C'est peut-être plus facile. Donc on se dit on prend notre infra, on la laisse tel quel en l'état et on va essayer de faire un truc à côté pour traiter uniquement ce flux-là. L'idée est pas mal, sauf que du coup, il restait trois questions derrière tout ça. Le premier, c'est que refaire ça, il y a un coût supplémentaire, déjà de découpage pour sortir de notre infra ce flux de cartes, et aussi un coût pour redévelopper cette nouvelle plateforme-là. Ça ne traite pas la question de l'isolation autour de l'application mobile et de la web app. Ça veut dire que ces deux applications-là restent dans le périmètre de certification. Ce sont quand même des beaux morceaux. Et puis surtout sur quoi on va le faire. C'est-à-dire que si c'est pour remettre une infra en place et qu'on doit nous-mêmes certifier cette infra, il y a peu d'intérêt en fait à le faire à côté. Et là, Bob, du coup, notre RSSI se rappelle de cette magnifique blague qui est que le cloud, c'est le serveur d'un autre. Et il a raison, mais c'est aussi la responsabilité d'un autre. Et à cette occasion, on s'est tourné vers Microsoft Azure parce que déjà on avait un pied dans Azure, en l'occurrence pour l'identification et l'authentification de nos utilisateurs, puisque je vous rappelle, les opérateurs sur leur poste de travail sont dans le périmètre, du coup l'identification et les contrôles d'accès font partie du périmètre dans la norme. Du coup, Active Directory pour nous faisait partie du périmètre. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, allons voir ce que propose Azure en complément. Et il s'avère qu'au-delà de l'authentification, Azure a pas mal de services qui sont disponibles sur étagère, qui sont déjà pré-certifiés. Donc il y a toute une page et une documentation assez colossale sur la plateforme, sur Azure, qui traite de tout ce qui est compliance. Ça traite pas mal de normes de certification, pas seulement PCI DSS, il y en a plein d'autres que vous pouvez aller voir. Il y a donc des services pré-certifiés, il y a des guidelines d'implémentation, donc si vous implémentez tel service, pensez à appliquer telle chose, telle chose, telle chose. Il y a des matrices de responsabilité, ça c'est hyper bien. C'est une matrice qui va vous dire, si vous implémentez ce service-là, nous, Microsoft, sur Azure, on va prendre en charge toute cette partie de la norme, mais dans le détail. C'est-à-dire que sur les 240 exigences, ils vont vous détailler point par point laquelle ils sont eux-mêmes entièrement responsables, laquelle c'est une responsabilité qui est partagée entre vous, le client Azure et Microsoft, et celles qui sont entièrement à votre responsabilité. Donc du coup, ça réduit un peu le nombre de points qu'il y a derrière. Et puis après, mon petit bonus là-dessus, c'est qu'on bénéficie à Weedy d'un programme de sponsorship pour les startups chez Microsoft, ce qui fait qu'on a de la Azure Money. Donc on a pas mal de services qu'on peut utiliser, pas trop cher. Voilà. Je vais vous présenter deux services hyper intéressants, deux composants Azure hyper intéressants qui nous ont beaucoup servi. Le premier, c'est les blueprints, qui sont des configurations prêtes à être déployées, qui vont directement implémenter la norme. Et il y en a une du coup sur Azure qui implémente directement la norme PCI DSS. Donc en fait, vous allez dans le portail Azure, vous cherchez les blueprints, vous appliquez la norme, et automatiquement, ça va appliquer toutes les pratiques de la norme sur votre souscription, donc votre abonnement Azure sur ce périmètre-là. Et donc toutes les bonnes pratiques vont être appliquées, les configurations vont changer, les pistes d'audit, les accès, etc. Tout va être configuré pour être en accord avec cette norme-là. Alors ça c'est bien parce que du coup ça l'applique une fois, mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut suivre dans le temps qu'on est toujours aligné avec cette norme-là. Et c'est là qu'il y a un deuxième service complémentaire qui s'appelle Security Center qui vient pour auditer toute cette compliance-là. Donc il va pouvoir suivre le fait qu'on est toujours en adéquation avec le périmètre de la norme. Et donc là, vous voyez que vous avez une certification PCI DSS, une compliance autour de PCI DSS, avec 42 points sur 45 qui sont actuellement couverts dans le périmètre, encore une fois, de la souscription que vous avez définie derrière. Donc ça vous permet de monitorer. Et ça, c'est un magnifique outil, parce que quand vous allez vous faire auditer sur cette norme-là,
Vous présentez ça, et ça suffit. L'auditeur, pour lui, ça lui suffit de pouvoir vérifier cet élément-là. Bien, sur les 3 points qui nous restaient à travailler, on a en traité un, c'est le dernier, c'est-à-dire que l'infra, on sait qu'on va pouvoir s'appuyer sur une infra qui va nous décharger d'énormément de choses. Il reste que le coût de développement et l'isolation entre l'application mobile et l'appli web, elle reste toujours là. Et là, je vais poser une question, c'est Diane qui a posé la question, et je vous la pose du coup dans la chatroom, c'est la tokenisation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez? Vous avez le droit dans la salle de lever la main aussi. J'ai entendu un oui sur le canapé là-bas. Aurélien, il connaît la tokenisation. Bien. Alors, je vais vous parler un petit peu de tokenisation. Oui, il répond dans la chatroom. Alors, la tokenisation, c'est un principe qui est mis en place et extrêmement poussé autour de la carte bancaire. C'est vaguement de la blockchain, nous dit Pandev. Non, c'est pas tout à fait ça. La tokenisation, c'est quoi? C'est ce principe-là. C'est-à-dire que toi, en tant que client, tu as une carte bancaire et plutôt que la transmettre à ton marchand, tu vas la mettre dans un coffre-fort sécurisé. Ce coffre-fort, il va te donner derrière un token, donc un jeton d'accès. Et c'est ce jeton d'accès que tu vas pouvoir distribuer à d'autres personnes. Ce jeton d'accès, en fait, c'est quelque part une clé d'ouverture du coffre. Donc tu ne donnes pas directement la carte bancaire, tu donnes un jeton. Ce jeton, l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir avoir une durée de vie. Il n'est pas forcément réutilisable, donc il peut être utilisable qu'une seule fois. Il a plein d'autres éléments intéressants, et notamment si on le compare par rapport au chiffrement de données, eh bien, le jeton en lui-même, ce n'est pas une donnée de carte bancaire. C'est-à-dire qu'à partir du jeton, sans avoir accès au coffre-fort, on ne peut pas retrouver une carte bancaire. Ce n'est pas réversible. Il est généré aléatoirement, donc on ne peut pas deviner par un algorithme la carte bancaire à partir du jeton. Ça coûte pas cher à implémenter par rapport au chiffrement, ça c'est vraiment très très bien. Et surtout, on n'a pas besoin en fait de voir la carte bancaire pour pouvoir utiliser ce jeton et faire des paiements. Alors très souvent, on va retrouver ces implémentations-là dans des sites marchands, et les cartes bancaires vont mettre ça en avant. On va pouvoir implémenter une page de paiement liée à une carte bancaire, ou une banque qui va vous proposer une page de paiement. La banque du coup va elle-même collecter la carte bancaire de l'utilisateur, c'est ce que vous avez majoritairement quand vous achetez en ligne, et la banque en fait va transmettre uniquement au marchand un jeton, ce token là. Pourquoi? Parce que le marchand par exemple il veut pouvoir le garder, le marchand site e-commerce par exemple, il va garder ce token là et c'est ça qu'il va stocker pour pouvoir s'en resservir plus tard et pas vous redemander la carte bancaire. Donc si vous commandez, j'imagine sur ManoMano, et que vous souhaitez stocker votre carte bancaire, elle n'est pas stockée chez ManoMano, mais c'est un token qui va être stocké et réutilisé après derrière. Le gros intérêt derrière ça, c'est que en plus d'être facile d'implémentation, ça fait partie des guidelines de PCI DSS. Donc il y a énormément de documentation sur ces normes et les implémentations possibles, et la tokenisation en fait partie dans un process comme ça de paiement en ligne essentiellement. Donc voilà, tout le workflow est implémenté, ce qui fait que si on propose en fait une implémentation de type tokenisation, c'est parfaitement reconnu par la norme derrière. Tokenisation évidemment et détokenisation, parce que autant la tokenisation sur un site marchand c'est indispensable, autant la détokenisation il n'y a pas besoin. Tokenisation c'est le flux inverse, c'est-à-dire récupérer la donnée de carte à partir d'un token. C'est pas forcément nécessaire, pourquoi? Parce que quand on va avoir une banque derrière, on peut se permettre de lui transmettre un token et dire je paye avec ce token, et la banque elle-même aura accès au coffre, récupérer la carte bancaire, payer avec, et juste retourner un OK, c'est payé. Nous dans notre cas, on a besoin de la carte, des données de carte. Donc on va avoir besoin de détokeniser, donc récupérer la carte du coffre pour pouvoir l'utiliser sur une plateforme tierce. On ne peut pas transmettre un token qui n'est pas une donnée qui est transmissible entre différentes plateformes. Du coup, on fait quoi? On se dit c'est pas mal, on va pouvoir réutiliser une partie de notre implémentation. C'est-à-dire que le flux de carte bancaire dans lequel on faisait transiter avant les données de carte dans le détail, on va pouvoir le réutiliser. Et plutôt que faire transiter dedans la carte, on va faire transiter dedans le token. Donc on réutilise toute la partie de notre infra, tout le flux existant. On dit je balance quelque part dans un service de tokenisation, dans un coffre, la carte bancaire, on récupère un token et la transmission va se faire par notre flux existant. Donc on réutilise tout ce qu'on a déjà. Ça c'est plutôt pas mal. Du coup le périmètre vous l'avez en fait, le token à partir du moment où il a été généré à partir de la carte bancaire, il n'est pas considéré comme une donnée sensible et du coup on sort du périmètre de la certification PCI DSS. Donc ça c'est merveilleux, ça veut dire que tout le flux que vous voyez en vert ici n'est plus considéré comme étant dans le périmètre de la norme. Par contre, toute la partie rouge qui est à gauche est forcément dans le périmètre. Donc vous avez le flux qui permet de stocker la carte bancaire dans le vault, dans le coffre sécurisé, et le flux pour pouvoir récupérer la carte bancaire à partir de ce token, donc la détokenisation. C'est pas mal, on a découpé suffisamment, on a isolé ce périmètre-là, on a mis de côté, donc on a traité les deux points ici, le premier et le troisième. Il nous reste toutefois l'isolation entre l'application mobile et l'application web. Pourquoi? Parce que ici vous voyez quand même que les flèches rouges partent encore de l'appli mobile et de l'appli web, ce qui fait que ça fait encore partie du périmètre.
Et là, Diane, notre archi, elle a encore une belle idée. Elle se dit, mais si on déléguait en fait, si cette partie-là, c'est pas nous qui la faisions, si on s'appuyait sur un service tiers. Et c'est là qu'on a été chercher des services de tokenisation as a service, en pensant que ça allait être quelque chose qui allait se trouver assez facilement. Et bien, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. On a regardé sur les principaux cloud solution providers, c'est très rare comme service de tokenisation. Alors très rare dans le sens certifié ou pré-certifié PCI DSS. On a trouvé quelques solutions existantes qui ne sont pas certifiées sur étagère, mais qui sont PCI ready, c'est-à-dire qui respectent toutes les normes, mais c'est à vous de la faire certifier. Donc on a trouvé sur les marketplaces notamment un service développé par Thales autour de la tokenisation. On a évidemment HashiCorp Vault qui peut proposer ça, qui est très sécurisé mais qui n'est pas certifié PCI. On a trouvé chez Google, chez GCP, alors ça c'est intéressant, un template de faites-le vous-même. Voilà, vous avez tout le template tout prêt, vous pouvez l'implémenter, ça respecte tout, mais c'est votre problème. Donc faites-le certifier. Après on a trouvé deux services intéressants, Tokenex qui peut proposer ça également, donc tokenisation et détokenisation, rappelez-vous c'est important pour nous. Et surtout un des derniers qu'on a trouvé c'est Auric, Auric Vault qui propose ce genre de service. Et ce qui nous a parlé chez Auric c'est avant tout un cas d'usage qu'ils ont mis en avant sur leur site web. Ce cas d'usage c'est celui-ci. Donc on a sur la gauche en fait une page de paiement de checkout, l'utilisateur va payer dessus, je vous déroule les flux en fait ici. Le service ici, c'est un service de réservation qui va demander du coup l'ouverture d'une session auprès du service de tokenisation chez Auric. Cette authentification va être transmise du coup à la page de paiement. On va la récupérer. Il ouvre une page de paiement dans laquelle on va récupérer une iframe sécurisée. Cette iframe, en fait, elle est hébergée sur la plateforme Auric. Et elle va attendre ce token authentification pour pouvoir ouvrir la session de tokenisation. Quand la session est ouverte, après, on va héberger ici une iframe qui va être hébergée sur ces serveurs d'Auric. Et la transmission se fait entre l'iframe et le service de tokenisation. Donc on va saisir la carte bancaire dans une iframe, elle va être balancée sur le service, on récupère un token. Pour autant, tout ce flux-là est hébergé et reste dans les serveurs de chez Auric, dans leur service de Auric Vault. Et on va retrouver la même chose sur la partie détokenisation. Détokenisation, pareil, même flux, authentification et une iframe qui est intégrée. Et alors ça c'est génial. C'est génial pourquoi? Parce que sur le flux de tokenisation-détokenisation, on va pouvoir gérer nos deux cas d'usage, mais surtout on va pouvoir s'en délester complètement parce qu'on a deux iframes. Et ces iframes, elles sortent de notre périmètre. Elles sont hébergées chez le fournisseur. Et on n'a pas à le faire. Nous, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est vraiment ce service-là. Et ce service-là, il fait quoi? Il fait majoritairement un passe-plat d'authentification. C'est une passerelle d'authentification qui va ouvrir la session sur le Vault derrière et transmettre du coup la session sur la page web ou l'application mobile derrière sur laquelle on va vouloir l'ouvrir. Je vous parlais tout à l'heure de matrice de responsabilité, et bien ça c'est un bel exemple, vous voyez, donc ça c'est celle de Auric Vault par rapport à la norme PCI DSS, et vous voyez que la plupart des points qui sont cochés sont de la responsabilité d'Auric. Donc encore une fois, ça nous enlève une belle épine du pied. Voilà, on y est, on a réussi à traiter ces trois points-là. On a peu ou pas beaucoup de redéveloppement derrière. On a bien isolé l'application mobile et l'application web. L'iframe est une isolation suffisante d'après la norme PCI DSS, et l'infra, on s'appuie sur des choses qui sont gérées et certifiées par nous. Il n'y a plus qu'à faire la passerelle d'authentification. Le schéma, il est celui-ci. On se retrouve du coup avec ça. Le flux vert n'est pas du tout dans la norme. Le flux orange est dans le périmètre de la norme. Par contre, il n'est plus de notre responsabilité. Il sort du périmètre. Nous, il nous reste uniquement à faire cette web app, globalement, qui est une passerelle d'authentification vers le service ici, Auric Vault. Plutôt cool. Pourtant, on a quand même passé un peu de temps parce qu'une passerelle d'authentification qui est certifiée PCI DSS, c'est pas rien malgré tout. On a dû dégainer un maximum de services sur Azure pour pouvoir aller la faire certifier. Donc je vous mets ici une petite carte de tout ce qu'on a derrière. Donc c'est globalement, alors c'est assez simple en fait en termes de code. C'est-à-dire que vous allez retrouver maximum entre 10 et 20 lignes de code dans la passerelle d'authent. Tout le reste, c'est un assemblage et une configuration de services dispo sur Azure. Donc une app gateway avec le Web Application Firewall, configuré avec un niveau de sécurité assez élevé. Nous, on a pris du OWASP évidemment. On gère l'authentification avec notre Active Directory évidemment. Tous les flux réseau avec des sécurités réseau mises en place. Un app service, donc une application web hébergée et managée en mode pass sur Azure, qui fait elle-même le passe-plat d'authentification avec le service Auric. Et tous les secrets liés à la plateforme, notamment nos jetons d'identification sur Auric, sont hébergés dans un Key Vault Azure, un autre. Et enfin, évidemment, besoin de tracer tout ça parce que, comme m'a dit Laurent la dernière fois, besoin de pistes d'audit en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir auditer
tout ce qui s'est passé sur la plateforme, que ce soit d'un point de vue sécurité ou un point de vue certification. L'auditeur va vous demander de prouver que ce qui a pu se passer sur la plateforme. Et donc les pistes d'audit sont ultra importantes. Donc il y a de l'audit à la fois sur le fonctionnement de la plateforme, mais aussi sur tous les changements qui ont pu avoir lieu au sein de cette plateforme-là. Voilà. Je vous ai parlé beaucoup d'archi, d'infra, de la manière dont on s'est débrouillé pour arriver à certifier tout ça. Faut pas oublier qu'il y a plein d'autres choses derrière. Donc PCI DSS, c'est aussi beaucoup de traçabilité, il faut tracer énormément de choses, et pas que dans les applications, pas que dans l'infrastructure. Il y a beaucoup de pistes d'audit à mettre en place partout, manuellement, sur des procédures autour du traitement manuel qu'on peut faire au niveau de nos opérateurs, c'est aussi des choses qui sont importantes. On a des enjeux de validation à 2 niveaux. Je vous parlais tout à l'heure de procédures de gestion du changement. Et bien dans les déploiements qu'on a à faire, on parlait Accelerate aussi tout à l'heure, dans les gestions de changement, on a des choses de validation hiérarchique à mettre en place. C'est la norme qui l'impose également. Et c'est pas que de la code review et de la revue par un pair, c'est un deuxième niveau derrière avec une validation hiérarchique avant de pouvoir pousser un changement en production derrière. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses derrière, il y a aussi pas mal de choses intéressantes. On a pu faire un gros level up en termes de sécurité chez nous, à la fois en termes de pratique, de connaissances et évidemment de sécurisation de la plateforme. Une montée en compétences autour des périmètres comme OWASP. On a mis en place un SonarQube pour auditer évidemment notre code, mais aussi les dépendances. On a fait des formations autour du développement sécurisé, qui est une nécessité pour la norme. On a construit un guide de développement sécurisé et on met en place une analyse d'impact de sécurité avant chaque changement sur notre plateforme de paiement. Voilà, il ne faut pas oublier aussi qu'au-delà des aspects techniques PCI DSS, c'est beaucoup de procédures et des validations. Beaucoup de documentation. Ce que je n'ai pas mentionné non plus, c'est beaucoup d'IT, postes de travail, réseau interne, les VPN, les firewalls, etc. Tout ça, c'était un gros travail. Et ça l'est toujours. C'est aussi beaucoup de logistique, puisqu'on a dû travailler sur la sécurisation de nos locaux. Les locaux dans lesquels les opérateurs travaillent sont isolés et contrôlés par un badge. Et seules les personnes habilitées à travailler avec des données de carte bancaire peuvent y rentrer. Mais c'est aussi des sujets RH, puisque on a besoin de faire des vérifications autour des personnes qui vont pouvoir manipuler la carte bancaire, notamment des contrôles de casier judiciaire. Donc il y a des sujets assez intéressants aussi au-delà de la tech. En conclusion, du coup, cette approche a été hyper intéressante pour nous. Pourquoi ? Parce que globalement, on était parti sur 1 an d'implémentation. On s'est un peu cherché au niveau de l'infra en commençant à se dire on va tout sécuriser. Il faut s'éteindre baisser sur ça. On s'est dit que ça allait être lourd, mais on allait y arriver. Au bout d'1 an, on passe un premier audit à blanc, un gap analysis. On se rend compte qu'en fait, il nous reste au moins 6 mois encore pour atteindre la norme. On se dit là, c'est plus possible. On a déjà cramé 1 an. Donc c'est là où on a commencé en fait à regarder cette approche-là, en réduisant le périmètre. Et au final, une fois le périmètre et la solution trouvés, les différents services qu'on a pu identifier et trouver également, on s'en est sorti avec une implémentation 3 mois maximum, vraiment de la feuille blanche jusqu'à up en prod, running en prod, avec une équipe relativement réduite, c'est 5-6 personnes autour de ce périmètre-là qui ont pu travailler là-dessus. Voilà. Hop. Ah, j'ai oublié. Donc Bob et Jason, ils sont hyper contents, ils se disent c'est formidable, on a réussi à franchir ce cap, maintenant c'est fini, on n'y reprendra plus. Mais en fait, ils n'ont pas tout à fait raison parce que la certification PCI DSS, ça se repasse tous les ans, il faut la refaire valider tous les ans. Donc l'année prochaine, rendez-vous pour les mêmes joyeusetés, sachant qu'en plus en 2022, la norme va évoluer, elle va passer en version 4.0 avec pas mal de changements, et notamment l'inclusion du mode de travail qu'on connaît tous maintenant, qui est le télétravail évidemment. Voilà. Si je peux mentionner aussi un autre truc intéressant, c'est ces conclusions-là. Prenez le temps vraiment d'analyser avant de vous jeter dans l'implémentation de la norme. Essayez de réduire au maximum le périmètre, ce qu'on a cherché à faire nous. Je pense qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire en termes d'infra, vraiment. Essayez de ne pas le faire vous-même. Appuyez-vous sur des services qui sont déjà pré-certifiés et faites-vous accompagner. Nous, on a été accompagnés par un cabinet qui fait à la fois la certification mais aussi l'accompagnement en amont. Alors ça dépend vraiment des interlocuteurs, mais on a eu 2 types d'interlocuteurs. Le dernier a été de très grande valeur, nous a beaucoup aidé dans ces choix-là et a été de bons conseils. Voilà. Et j'ai une deuxième conclusion, c'est que maintenant, après ce talk, vous comprenez pourquoi vous avez des UX dégueulasses sur les pages de paiement de cartes bancaires. C'est que ça évolue pas beaucoup et c'est très compliqué à faire évoluer. Donc ça reste avec des UX des années 2000, mais ça fonctionne bien et c'est robuste et c'est sécurisé. Voilà. J'ai fini. Si vous avez des questions, je suis dispo pour vous. Merci Christophe. Il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat. En tout cas, les gens ont tenu, personne n'est parti. C'est vrai. C'est plus technique déjà. Mais ouais, c'est plus technique, c'est plus touffu, surtout quand on ne connaît pas le sujet. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens de la Sécu de chez nous, donc ils connaissent bien PCI. Je ne sais pas si Jules, tu as une question. C'est pas un peu coûteux pour votre business cette certification? Alors c'est une très bonne question, Geoffrey. En fait, tu mesures effectivement l'apport au niveau business derrière. Et à notre échelle, en fait, quand tu vois que
que derrière les clients, tu vas retrouver des groupements de cartes comme Visa et Mastercard. C'est le cas, hein, c'est-à-dire que nous, c'était une nécessité pour pouvoir signer un contrat auprès de Mastercard. Aujourd'hui, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a pu signer un contrat Europe avec Mastercard et on déploie notre solution derrière. C'est une nécessité, c'est-à-dire que chez eux, quand tu vas les voir, avant de pouvoir commencer à parler, ils te disent certification. Évidemment, c'est eux qui développent la norme, donc c'est aussi une contrainte derrière. Mais oui, c'est coûteux, mais c'est notre cœur de métier après derrière aussi. Allez-y, si vous avez d'autres questions. Donc il y avait des gens de la sécurité chez vous. Je suis prêt à prendre quelques questions sécu, mais c'est pas moi le plus balèze en sécu. Non. Non, j'avance quelques points. Juste pour vous dire que j'ai beaucoup parlé de Microsoft et d'Azure, sachez qu'il y a des choses équivalentes, évidemment, c'est les autres fournisseurs de cloud, notamment AWS. Et je vous mets en avant 2 vidéos sur YouTube pour ceux qui aiment bien les vidéos. Il y a Conto, ici, qui est une néobanque française qui a fait un mini talk, une mini présentation en 5 minutes qui vous présente globalement comment ils ont fait la même chose sur AWS en assemblant des services, pareil, pré-certifiés sur étagère, assez intéressant. Et puis un talk un petit peu plus long, alors là, full AWS, qui vous présente comment atteindre la certification avec les bonnes pratiques chez eux. Vous pouvez le faire aussi là-bas. Ouais. Il y a un truc qu'il faut faire gaffe, c'est le CDN, qui peut ne pas être PCI DSS. Regardez bien, service par service, non, c'est hyper important. C'est le truc qu'on oublie des fois. Ouais, vous avez en général une page avec la compliance qui vous donne tous les services qui sont certifiés qui rentrent dans le périmètre. Et vérifiez bien avant d'en assembler un nouveau s'il est bien dedans. Sinon, effectivement, vous créez une brèche et voilà, vous êtes parti. Ok. Donc vous avez eu à travailler autour de la norme PCI DSS, j'imagine, chez Mano Mano également. Oui. Ah, je vois. Et alors votre retour? C'est en cours chez nous. C'est vrai, c'est en cours. Ah, formidable. Oui, puisqu'on utilise Stripe comme partenaire de paiement. Donc nous, on la manipule pas. Non, mais du coup, vous stockez les tokens, c'est ça? Enfin, c'est Stripe qui fait tout pour nous, quoi, du coup. Pour le moment, on stocke pas à Cartool. Ok. C'est un des sujets, d'où le PCI. Parfait. Et tu viendras nous faire un retour d'expérience de votre côté également? Oui. Nous, nous, notre CDN, du coup, était pas PCI, donc on bouge pour cette raison. Parfait. Sur quelle pratique le coût était très cher du PCI. Alors, sur quelle pratique s'appuie votre stratégie sécurité compliance? Alors là, on a appris, on s'est beaucoup appuyé sur la documentation, le PCI DSS, PCI Security Standard.org, je crois, le site. Après, en termes de... on a pris OWASP pour le référentiel. Et après, en termes de pratique de sécu, je dirais une bêtise. Faudrait que je parle sous couvert de notre RSSI, que j'ai pas sous la main. Ah, je sais plus. Désolé. On a fait... Ah, je sais plus, je vous dirais une bêtise. Je me rappelle plus. Arnaud, je reviens vers toi sur le Slack d'Archilocus. Comme ça, on fait de la pub. Pour les copains, on fera ça en off. Je te répondrai là-bas. Voilà, rejoins-nous.